als offer een lam voor de verdachte, een kind C'est figure que Rose, il se rééquilibre. van een lieveling op eigen lijf. Excellentissime. Non, attendez. Je pense pas que c'est moi qui ai écrit un truc pareil. Un quartier de vie, un joyau du lac, où personne n'a plus lieu d'aller pêcher. Le son du poème, patrimoine confidentiel, dans le cadre du 40e marché de la poésie. Interview de Patrick Robin, trésorier du marché de la poésie, par SNG Natacha Guillet. Bonjour Patrick. Le marché de la poésie de la place Saint-Sulpice, vous l'accompagnez et le vivez depuis combien de temps? Depuis combien d'années? Plusieurs années. Je vis le marché depuis une vingtaine d'années et 12 ans en tant qu'administrateur et trésorier. Pourriez-vous y décrire votre rôle à ce double titre ou plus y affinité? En tant qu'administrateur, j'assiste évidemment au marché. J'y rencontre poètes et autres visiteurs passionnés par la poésie et je m'entretiens avec eux pour promouvoir l'événement. Je me dois aussi d'accomplir toutes sortes de tâches, même physiques. Transporter des cartons de livres ou offrir des tasses de café, par exemple. En tant que trésorier, je parle finance avec tout le sérieux qui s'impose. La poésie, quelle place prend-elle dans votre vie? La poésie occupe une place importante dans ma vie de trésorier. Mais personne ne le sait, car je reste discret sur ce thème. Je vois. Comment les poètes se comportent-ils à votre fréquentation quand vous leur dévoilez votre emploi pour le marché de la poésie? Évidemment, à l'énoncé de ma fonction, je ne suscite pas d'entrée de jeu l'enthousiasme des poètes. Ils semblent ne pas comprendre la pertinence de mon emploi. Mais la proportion de personnes ouvertes et intelligentes est la même que dans toute autre communauté. Les poètes écrivent en espérant être lus et savent très bien s'en remettre à leurs éditeurs qui leur parleront de diffusion, distribution, mais aussi de finances. Je crois pouvoir confirmer cette nécessité d'être lu, même d'être déclamé pour les poètes, quand l'autoproclamation offre la singularité d'une version originale et incarnée du texte écrit. Nous ne recevons que très sporadiquement de vrais billets en retour. Et l'on s'entend alors à dire et ruminer à quel point la poésie est le parent pauvre de la littérature. En ce sens, à quel point le marché permet de faire se rencontrer leurs intermédiaires et les poètes, parfois à la recherche d'oreilles aiguisées, parfois à la recherche d'inspiration sonore, quand il m'arrive de manière imprévisible de laisser échapper, même pudiquement et de façon évasive, la question du gardiennage à Louis, qui m'a été confié en responsabilité, je peux ressentir un comportement intéressé de la part de tel ou tel poète. Poète en rate d'inspiration, en rêverie polyglotte, aux frontières de la page blanche, à l'oreille des absolus. Pourriez-vous, en ce sens, et en toute discrétion bien sûr, nous raconter un événement imprévu qui se serait déroulé sur la place Saint-Sulpice? Eh bien, un jour, le son de la fontaine de la place s'est transformé pour moi en poème. Mais je pense que je suis seul à l'avoir entendu. Ça alors? Pouvez-vous nous en dire plus sur ce son surgi de la fontaine? Ce serait difficile à expliquer avec de simples mots. Mais peut-être que vous pouvez traduire visuellement mes propos. Vous êtes dessinatrice, n'est-ce pas? Voilà comment se sont déroulées les choses. Un jour, dans les allées du marché, mon esprit était envahi par les chiffres de mon rapport poème de trésorier. Chiffres qui se déversaient à grand fracas dans mon cerveau. Tout d'un coup, ce déversement s'est confondu avec celui de l'eau de la fontaine, et le fracas est devenu complètement fluide et son auteur plus serein. Et puis, un autre jour, sur le 38e marché de la poésie, j'ai rencontré une artiste écrivaine publiée aux éditions du stand 501. Nous avons devisé sur plein de sujets. Cet événement était totalement imprévu, d'autant plus que je n'ai pas compris comment une artiste pouvait trouver intérêt à échanger avec un simple trésorier. Je vois. En effet, il est d'étranges rencontres et abordages à ce carrefour fameux où se mêlent les poèmes d'ici et d'ailleurs. Pourriez-vous nous raconter un instant de poésie pure, de poésie parfaite, qui se serait passé en périphérie de la place Saint-Sulpice? Eh bien, je réfléchis. Vous savez, en tant que trésorier, je suis chaque année soumis à l'obligation impérative de rédiger un document financier annuel. De surcroît, en tant que trésorier
de Circé, la déesse qui organise le marché de la poésie. Mon rapport ne pourrait se présenter sous une autre forme que celle lyrique et délicate d'un poème. Ce poème m'est réclamé par mon président et notre délégué général. Il s'agit d'une œuvre statutaire, mais libre, avec pour seule imposition son titre, Rapport financier. La structure de cette œuvre m'est fournie par les travaux des comptables qui obéissent à des règles anciennes et immuables, imposant l'utilisation d'une liste de titres de compte réunis dans une Bible que les comptables appellent plan. Les comptables utilisent à leur guise certains de ces comptes pour y écrire des chiffres. La technique de la comptabilité en partie double induit un rythme, celui de la balance. Pour rendre cette balance lisible, les comptables ont l'habitude de concaténer des comptes du plan dans quelques rubriques. C'est ainsi que je trouve le rythme et les strophes, rubrique de la balance, pour mon poème. Mais donc, à aucun moment, vous n'êtes finalement que spectateur en chiffre du marché. Votre rôle est bel et bien celui d'écrire, avec talent et style, ce rapport sur nos activités. En effet, ce communiqué doit avoir un son, un rythme et un sens adéquats. Il doit faire rêver mes co-administrateurs ainsi que les fonctionnaires qui seront destinataires de cette œuvre. Quand je lis mon rapport financier, je tiens compte de ce que l'on attend a priori d'un trésorier et du message que je veux faire passer. Je m'habille comme on s'y attend dans les bureaux somptueux de l'association qui gère le marché de la poésie, blazer foncé, pochettes colorées, etc. J'utilise un ton sérieux mais fluide. Je prévois évidemment quelques formules amusantes pour détendre l'atmosphère. J'anticipe des ruptures de rythme. Bref, je fais tout mon possible pour maintenir l'attention de mon auditoire. Car tous les ans, cet instant se répète et je me mets en situation de composition de mon poème avec toujours plus de pression quant au renouvellement de sa forme. En tant que trésorier, éprouvez-vous justement une certaine oppression relative aux responsabilités qui sont les vôtres dans cette fonction, je dirais en duel mélodique et méthodique? Oui, surtout des insinuations quant à ma soi-disant faiblesse en matière poétique. Voyez-vous, peu de personnes comprennent le sens profond de ma poésie, et seuls les plus hardis tentent de me faire préciser un terme ou un vers, ou, comble de hardiesse, de modifier un morceau d'écriture. En général, dans ce dernier cas, je m'exécute, car je tiens à préserver ma légende de trésorier poète sympathique. Je vis toutefois une expérience de stress quasi permanente, quand bien même je peux écrire ce que je souhaite, sans restriction, sous le titre néanmoins imposé de rapport financier. Pendant un an, je dois me préparer et la pression ira croissante. Il me faut écrire, calculer, éventuellement corriger. Il me faudra lire et relire. Il me faudra interpréter, c'est-à-dire jouer du son et du rythme, pour me faire écouter jusqu'à la signature qui marquera le terme de mon effort avant l'année suivante. Évidemment, ma fonction engendre une pression supplémentaire due au secret que je me dois de bien garder. J'ignore à quel secret vous faites allusion, mais je vois en vous un robuste cadenas à code, une longue série de chiffres qui se scandent à voix haute avant de pouvoir déceler ce qui pointe à travers vos versets numérotés. À juste titre, Patrick, quelle distinction feriez-vous entre le sens et le son du poème depuis votre pratique? Heureusement pour vous autres, mon poème n'a aucun sens pour le commun des mortels. Mais le son doit néanmoins rester approprié. Il se révèle indispensable dès ma première lecture. On parle d'un ton qui doit rester grave, pour témoigner du sérieux de ma fonction, mais en même temps passer pour fluide afin d'éviter l'endormissement de mon auditoire. C'est là qu'intervient pour moi la grâce du poète. D'ailleurs, cela m'évoque, entre autres, un remarquable orateur que personne n'aurait a priori considéré en tant que poète. Et pourtant, un homme politique fameux dénommé Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français, déclamait autrefois ses vérités avec une verve et un rythme incomparables et qui formaient le son de son poème à lui. Vous venez de parler de son du poème, et je viens de répondre sur le son de mon poème, ce qui est très futile au regard de ce que je dois maintenant vous avouer. Une pression supplémentaire s'abat sur moi depuis de nombreuses années. Elle provient d'un rêve très impressionnant que j'ai fait une nuit. Natacha, vous devriez prendre au stabilo ce que je vais vous livrer, car la scène est irracontable.
La déesse Circé, la déesse organisatrice du marché, m'est apparue pour me demander de conserver, caché dans mes affaires, en l'occurrence dans ma mallette et sous le sceau du secret, le son du poème. Ce son du poème m'était présenté par la déesse dans une coupe, et cela m'a immédiatement rappelé le poison qu'elle avait offert à Ulysse, lequel ne l'avait, d'ailleurs, pas accepté. Aussi électrique a été ma stupeur cette année à la découverte du thème de notre marché. J'ai pensé à un signe envoyé par Hélios, le père de Circé, ou peut-être par Persée, sa mère, à dessein de causer du tort à leur fille, ou plutôt Ulysse, qui a bien failli se faire avoir par la Circé avant de la séduire. Circé me considère depuis toujours comme le plus sérieux de l'équipe, quelqu'un d'intimement rationnel, mais inutile de préciser que je suis très inquiet depuis cette nuit, et que je crains une redoutable punition de Circé en cas de rupture, même involontaire de ma part, de notre secret. Vous n'êtes pas sans savoir que Circé, autrement dénominée magicienne, est connue pour ses concoctions de drogue, voire pour ses poisons, dans le but de punir ses ennemis. Le seul fait de vous en parler me place en situation de stress important. Je n'en ai par ailleurs jamais parlé à personne et je ne compte pas le faire à ce jour. Patrick, ces confessions oniriques sont troublantes. J'y perçois, en conflit avec votre autodescription, un univers imaginaire riche et ici déposé sans faire de calcul. En quoi, selon vous, la préservation à Louis prime sur l'entretien évertué des sens dans l'écriture poétique ? Si mon poème est dépourvu de sens, sinon insensé, j'accuse la sensiblerie à Louis telle qu'elle réveille les sens lors de la lecture que j'en fais à mes amis. Sous le coup de la crispation inouïe des membres, le craquement des articulations, des doigts, rouage au cou, jusqu'à l'oreille sifflante de ceux qui ont la tendance à gonfler des chiffres, vous voyez. La poésie à voix haute, pour ne pas la citer, nécessite-t-elle d'être vue pour l'entendre ou s'y fourvoyer ? Oui, je le pense. La lecture plurielle à voix haute nécessite un silence ambiant que toutes sortes de procédures ou environnements adéquats choisis permettent de réaliser. La lecture à voix haute ou non, pour soi, est possible dans tout environnement, notre cerveau pouvant en général faire barrage à la pollution sonore. Je peux lire avec plaisir un poème sans le comprendre tout à fait, par le simple fait de profiter du joli tracé global du texte ou d'entendre la lecture silencieuse mais harmonieuse que j'en fais. À propos de la poésie hors du livre, en quoi ce changement de paradigme a bouleversé vos activités de trésorier ? J'ai découvert l'ivresse du discours asséné. Pour revenir à mon poème de trésorier, le déclamer me permet d'y mettre de l'âme. Le travail écrit est asséné, alors que la lecture permet de le transformer complètement, en usant de la voix avec sa hauteur, ses inflexions, mais aussi son allure. On peut ainsi faire entendre à son auditoire ce que l'on veut, voire même le contraire de ce qu'un lecteur aurait compris. C'est fascinant. Et avez-vous déjà subi des pressions extérieures, voire des acouphènes, sinon reçu des pieds ou des proses, même manuscrits, d'auteurs en détresse, au regard de vos responsabilités poétiques ? Certains poètes m'interpellent par téléphone, par courrier ou par email, dans le but de tenter d'améliorer leur situation financière. Le plus drôle est l'attitude de certains d'entre eux qui, après avoir eu vent de la rumeur selon laquelle j'aurais été chargé de la sauvegarde du son poétique, m'assènent de courriers interloquents. Aussi, ils tentent d'en savoir plus à travers diverses formes d'intimidation, avec pour fin récidive, j'en ai bien peur, de s'approprier le trésor dont je serai dépositaire. Ils s'imaginent, pour la plupart, que l'accès au trésor poétique leur permettrait d'améliorer leur performance en la matière. Mais, en tant que trésorier gardien, comment vous défendez-vous face à ces missives quelque peu menaçantes ? Je pratique généralement le ghosting, mais écoutez un peu. Cher monsieur Robin, trésorier du marché Circé, je reviens vers vous pour savoir si vous avez pu évaluer le fond, la forme, la qualité sonore de mon présent manuscrit. Mon dernier opus poétique se vend très peu. Mon éditeur menace de le passer au pilon. Or, je suis écologiste et un tel acte me conduirait littéralement en dépression, si ce n'est à l'encourir un risque suicidaire. On m'a renseigné sur le fait que vous déteniez certaines clés de lecture, facilitant l'exploitation d'un texte poétique, la compréhension de cette langue, pour beaucoup de nos semblables, encore étrangère. Je suis prêt à vous offrir beaucoup pour de l'extraction du jus verbal, de l'éloquence vendeuse au travers de mes strophes.
Nous pourrions troquer nos patrimoines respectifs dans un troquet rue de la Muette. Vous ne serez pas déçus. Beaucoup d'individus ne vous calculent même pas dans cette mascarade qu'est le souk annuel de nos rencontres sur le pavé Saint-Sulpicien. J'espère pouvoir compter sur vous et sur votre loyauté en adéquation aux chiffres, disponiblement vôtres. Bien entendu, je ne dévoilerai pas l'identité de ce correspondant insistant, mais sachez qu'il est un auteur, pour sûr, connu de la plupart des personnes ici présentes dans l'Assemblée. J'avoue que ça fait froid dans le dos, ce simulé chantage littéralement tourné en une forme ambiguë à l'écoute, mais aussi à l'épreuve de l'indigence en poète. Avez-vous déjà ressenti de la peur pour votre peau, pour votre parole en pacte dans vos fonctions de trésorière? Vous savez, Natacha, si l'argent n'a pas d'odeur, et que les poètes portent des jeans rapiécés, je veux vous assurer qu'il a un son quand on le rédige et l'encaisse. Le sort de ce pauvre poète, qui hélas doit se serrer la ceinture pour timbrer ses lettres et me les expédier dans les locaux de la SGDL, n'est pas dans une situation isolée. Le poète Christophe Hanna a d'ailleurs publié un ouvrage à propos des revenus des poètes. Le constat des conditions de vie de certains est absolument navrant. Que ce correspondant rêve de reconnaissance n'est pas abusif, même légitime. Le sauvetage de ses bouquins l'est tout autant. Quand moi-même je me retrouve dans cette situation, celle d'avoir rédigé et défendu mon poème, avec toutes sortes d'arguments dûment chiffrés, il convient de me livrer à un exercice de calligraphie. Je dois signer mon poème. D'ailleurs, il est venu le temps de vous confier que je possède également un droit de signature bancaire, à savoir que l'exercice de ce droit supplémentaire me rend anxieux. En effet, signer un poème, fût-il un rapport financier, ne consiste qu'à ajouter un élément illisible à un texte dont je suis, en réalité, le seul à comprendre le sens profond, même si mes lecteurs feignent d'avoir tout compris. Alors que vous ne serez pas sans imaginer que signer un chèque ou un virement bancaire, avec le même élément illisible, a des répercussions très précises pour son bénéficiaire. Alors oui, j'ai la frousse, car le son de cet élément poétique, la signature, suscite chez moi, le créateur, un écho très inquiétant. De plus, je dois manipuler mes chèques signés avec prudence avant de les introduire dans une enveloppe avec le défroissement le plus assourdi possible jusqu'au moment où je plonge l'enveloppe dans la boîte à lettres de la poste. Là, je dois carrément me boucher les deux oreilles. Qu'est-ce que je vous comprends? Souffrant moi-même d'hyperacousie, c'est assez infernal de s'entendre vivre, respirer, suer sa misère dans un langage qui ne semble résonner en personne. En somme, je me balade souvent avec des moufles pour oreilles et des carnets sous l'oreiller. Parvenez-vous à estimer sur le plan monétaire ce que pourrait valoir l'annuel boucan Saint-Sulpicien? Oui, bien sûr, mais vous comprenez que je ne peux rien dire derrière ce micro. Non, je ne peux rien dire derrière ce micro. Non, je ne peux rien dire derrière ce micro. Non, je ne peux rien dire derrière ce micro. Non, je ne peux rien dire derrière ce micro. Monsieur Robin, avez-vous d'ores et déjà été tenté d'user de votre posture de gardien pour propager ou détourner ce que vous teniez pour cassette ou coffre, en vue de vous libérer de cette charge, sinon pour un profit personnel? Fichtre non, car j'aurais bien trop peur d'une éventuelle punition de notre déesse Circé. Mon ami Cyril, grand spécialiste de mythologie en tout genre, m'a rappelé ce que Sisyphe a subi en remontant sans cesse son rocher depuis qu'il a désobéi. Imaginez donc que je pourrais être contraint de refaire éternellement mon rapport financier, refaire éternellement mes additions, mes soustractions, mes multiplications et mes divisions, rédiger éternellement l'habillage poétique de ces travaux, au grand malheur. Quels seraient en ce sens, d'après vous, et votre conscience du butin, les risques d'une telle divulgation du bruit poétique? Je n'ose même pas les imaginer. La divulgation du bruit poétique m'apparaît comparable à un tremblement de terre dont les ravages terrestres seraient redoutables, une catastrophe avec un nom pas possible. Nuisance, phénomère, logogrammée, diapasona. Plus dévastatrice encore que ce qui a déferlé en Turquie et en Syrie, ou même à l'inondation de 1958 dans les Cévennes, qui a provoqué autrefois, rappelez-vous, un déluge. On dépasserait à mon sens la vitesse du mur du son du cataclysme. Ça me rappelle un texte que j'avais écrit au sujet des brocantes et où une pluie torrentielle s'abat sur les stands
qui vient toucher tous les exposants, indépendamment de la qualité de leurs antiquités, qu'ils soient pros ou amateurs, gens du voyage ou revendeurs à la sauvette. Tout le monde dans le même bateau face à l'ondée. Un poème d'une dizaine de minutes que je récite par cœur en déambulant dans les allées de la ferraille et de la Chine. Pensez-vous qu'il faille, qu'il vous apparaisse un jour opportun en tant que trésorier du marché, de décadenasser cette cassette pour des raisons d'ordre politique, historique, social ou même éthique, ou pour des raisons plus personnelles et qui vous appartiennent? Non. Rien ni personne ne peut s'opposer à une promesse faite à la déesse Circé. Circé, ô déesse du marché, ici, place Saint-Sulpice, rayonne ma foi. Gardien du son, je suis dans le murmure. B est ma bouche quand à la voix secrète qui dans ma mallette repose en toute sécurité. Secret phonique, trésor sonore, secret phonique, trésor sonore, secret phonique, trésor sonore. Croyez-vous alors que la diffusion, même si invraisemblable, du trésor poétique dont vous avez la charge à Louis de préserver dans ce coffre, puisse un jour venir à fuiter? Pensez-vous qu'une telle brèche audible soit à même de ranimer la foi, la raison, l'imagination des êtres humains, selon des dispositions et appréhensions de l'existence, disons-le, plus sensibles, plus illuminées, plus célestes, significativement plus vivantes? La déesse Circé m'a affirmé que c'était impossible. À moins de dénicher l'ouïe bienveillante d'un dieu ou d'une déesse qui soit capable de s'imposer à Circé. Je ne connais pas de tel dieu, sauf Zeus, mais je n'oserais quand même pas le déranger. En tant que simple homo sapiens n'osant commercer qu'avec d'autres homos, je pourrais toutefois envisager de lancer un crowdfunding avec pour objectif de générer un poème financier universel, accueillant d'autres voix que la mienne, pour enfin y parvenir en somme. Il s'agirait de lever des fonds destinés à couvrir les frais d'envoi de ma mallette via une fusée dans l'espace. L'espace serait un milieu protégé. Imaginez-vous que, d'après le témoignage de mes proches, j'ai commencé à faire des calculs à voix haute dans mon sommeil, autant vous dire que cela coûterait très cher et que le poids du timbre du poème nécessiterait une fusée de grande envergure. Depuis quelques mois également, j'entraîne mon compte ChatGPT, ouvert pour l'occasion capitale, à rédiger la bonne formulation que j'adresserai à Elon Musk pour une prestation de ce niveau. Mais il nous faudra encore des mois de répétition avant d'y parvenir, avant d'atteindre la combinaison adéquate et de conclure l'accord parfait.